Cœur sensible, bien sensible, un podcast sur les recherches de provenance en histoire de l'art, imaginé par Manon et Anna, dans lequel on vous présente une série d'enquêtes pour rendre visibles les objets derrière les vitrines, au service d'une relecture plus inclusive de l'histoire des biens culturels. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Cœurs sensibles, bien sensibles. Comme on vous l'a dit lors du dernier épisode qui traitait sur les masques solaires Kogi, aujourd'hui on vous parlera plus en détail sur la toxicité. Quand on parle de toxicité, pour ceux qui se demanderaient, on ne parle ni des engrais chimiques de mon papy, ni de l'ex-toxique d'Anna. Non, ici on parle plutôt donc des objets extra-occidentaux qui ont subi des traitements chimiques, des insecticides, des pesticides dans le cadre de leur conservation, de leur traitement pour être conservés et exposés dans les musées et les institutions occidentales. C'est ça. Donc aujourd'hui on est venu retrouver une théoricienne de l'art et curatrice experte à ce sujet qui va répondre à nos questions. Elle s'appelle Lotte et on va déjà essayer de la retrouver parce que, comme vous vous doutez bien, on n'est pas dans notre studio d'enregistrement habituel. Lotte, j'ai fait sa connaissance l'été dernier au Congrès international d'histoire de l'art qui avait lieu à Lyon, dans le cadre duquel elle présentait le concept de toxicité. Pendant l'écriture de l'épisode sur les masques Kogi, nous l'avions contactée, on s'était rencontrés et on avait discuté de ce cas passionnant. Depuis, on l'a recontactée et elle a accepté de répondre plus précisément à certaines de nos questions. Bonjour Lotte, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui pour un nouveau épisode des Cœurs sensibles, bien sensibles. Donc pour commencer cette discussion, on voulait déjà vous demander si vous connaissiez ce cas de masque solaire Kogi et aussi déjà comment vous êtes rentré dans ce domaine, dans quel cadre vous vous êtes intéressé à cela. Parlez-nous de ça s'il vous plaît. Alors bonjour, je suis ravie de vous re-rencontrer. On s'est vu rapidement la semaine dernière. Je vous remercie pour votre flexibilité. On se voit aujourd'hui au Jardin du Luxembourg à Paris, entouré par des gens. Il fait très beau, on est dehors. C'est génial. Et je pense que c'est mine de rien un contexte qui est en lien avec le sujet qu'on va discuter, même si dans un premier temps ça paraît être tout à fait autre chose. Mais moi ça me plaît beaucoup qu'on ne soit pas dans un bureau enfermé, coupé des gens, mais on est justement à l'extérieur pour aborder la question de la toxicité de la conservation occidentale en lien avec les recherches et les présentations que vous avez déjà menées la semaine dernière. De mon côté, le tout début du travail sur la critique des musées ethnographiques et à terme la question de la toxicité a commencé à Berlin. Donc c'est très intéressant que vous arrivez avec la restitution des masques Kogi parce qu'on a une connexion aussi à travers ces institutions berlinoises. Donc de mon côté, dans le cadre du projet de la démolition du Palais de la République qui mettait fin à une histoire de l'après-guerre liée au socialisme et à une alternative de système et qui remplaçait cette histoire-là par la reconstitution du château prussien qui aujourd'hui héberge le Humboldt Forum et les collections extra-occidentales et qui réinscrit une histoire coloniale pas contestée et à l'époque pas du tout questionnée au cœur de la ville de Berlin. Et on était un groupe d'artistes et d'activistes culturels, une quinzaine de personnes, qui au moment où ce projet architectural était voté, ont décidé de nous positionner par rapport à cette question et on a organisé pendant quelques années des événements, des rencontres, alors que c'était un moment où la question de la critique des musées ethnographiques était pas encore aussi présente qu'elle est aujourd'hui.
Des années après, j'ai travaillé au moment où j'enseignais déjà aux Beaux-Arts de Valence avec une artiste qui est toujours compliquée à classer nationalement parce qu'elle elle s'appelle Kabwani Kiwanga, elle vivait à Paris à l'époque, elle est canadienne, tanzanienne et elle allait chercher dans les collections du musée d'Alem à Berlin un objet qui portait le nom de sa famille, Kiwanga. Et il se trouve quand elle arrivait qu'elle faisait face à une double absence. D'un côté, l'objet était perdu, et il était bien inscrit dans les listes d'inventaire, mais il n'était plus présent physiquement au sein de l'exposition, au sein des collections. Ce qui renvoie à plein de questions d'organisation, mais aussi aux guerres du XXe siècle. Et d'un autre côté, il y avait une absence autre qui était induite par le fait qu'on l'informait que ces objets-là, auxquels elle avait toujours accès, tanzaniens, volés dans le cadre de la colonisation allemande au début du XXe siècle, qu'elle ne pouvait pas les toucher parce qu'ils étaient devenus toxiques par les traitements insecticides qu'ils avaient subis pendant le temps de la conservation. Et cette petite information-là, donc elle a fait une œuvre conceptuelle très simple à partir de cette observation. Forms of Absence, ça s'appelle. Il y a un petit film de 2013, il y a plus de 10 ans, où en fait elle s'intéressait aux toxiques comme une sorte de mise à distance involontaire qui revenait comme un boomerang qui n'était pas planifié et qui rendait ces objets de fait inaccessibles à son contact. Et quand j'ai commencé à travailler, dans des années après, sur cette question de ce que ces musées, vous vous rappelez en 2002, il y a eu la déclaration du musée universel par laquelle les musées absolument en Occident ont essayé de dire qu'ils étaient les seuls lieux légitimes à défendre, à détenir ces objets qui gardaient justement pour l'humanité, même si l'humanité obtenait jamais les visas pour pouvoir venir les visiter. Donc il y avait ce message qui était évidemment très intéressant quand on le mettait en lien avec cette idée de dire que cette conservation-là était justement le moment qui était venu rendre ces objets toxiques à l'usage de leurs propriétaires légitimes et originaires. Quand on a écrit l'épisode sur les masques solaires Kogi, on a beaucoup utilisé vos articles, vos travaux qui montraient donc qu'effectivement la conservation préventive que nous on a pris jusqu'ici un peu pour acquise, en tout cas c'est certaines méthodes, certains principes, vous montrez que les normes elles sont eurocentriques et que la conservation préventive, la conservation restauration, elle a une histoire qui est située dans le temps et dans l'espace également. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette naissance de la conservation chimique en Europe? Je pense qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut distinguer. Alors en effet, on peut remonter dans le temps et poser la question de l'émergence des traitements chimiques qui sont à l'origine de cette toxicité dans le sens littéral à laquelle je fais référence. Je vais en parler par la suite. Mais on peut aussi, alors dans votre question, il y a plusieurs dimensions. Il y a aussi la dimension de penser ce que ça veut dire que de conserver. Et quelle est en fait la notion de la culture, quelle est l'idée qu'on se fait d'un objet qui est transporté par cette idée qu'on garde des objets, alors des choses matérielles par lesquelles le musée occidental ou des traditions culturelles occidentales voient encapsuler des traditions culturelles qui, par le biais de la conservation, par le biais de prendre soin de la permanence matérielle, on pourrait prolonger dans le temps. Et donc ce qui, je pense, est intéressant dans ce croisement entre les traitements chimiques qui sont en effet, quand on les pense au départ, un geste de soin, donc une tentative de protéger ces objets physiquement
contre les insectes, les moisissures qui pourraient venir s'en nourrir, on se retrouve à un moment extrêmement contradictoire parce que ce geste de soin est en fait, ou s'avère à un moment donné, un geste qui a des séquelles, et des séquelles qui sont aussi bien matérielles que culturelles. Et je pense que c'est cette double dimension du matériel, du culturel, qui est intéressante pour la discussion qu'on a. D'un côté, justement, comme vous l'avez très bien montré dans le précédent épisode, parce qu'il y a beaucoup d'objets, notamment extra-occidentaux, qui n'ont pas du tout été perçus, conçus comme des objets matériaux uniquement, mais qui étaient bien intégrés dans un ensemble de gestes, de significations spirituelles et symboliques qui en faisaient autre chose que juste des objets matériels. Et ce sont ces dimensions-là qui souvent peuvent être assez lourdement affectées par ces vestiges des traitements chimiques qu'on trouve sur les objets. Alors du coup, là je vous parle moins du moment de la naissance que de l'émergence, que des questions que ça pose aujourd'hui, par exemple lors de moments de restitution, ou des communautés qui se retrouvent avec des objets contaminés sont souvent pas informés ou n'ont été pendant longtemps pas été informés de la charge chimiques qu'ils allaient recevoir, et qui au moment où ça arrive sont confrontés au fait de devoir se dire est-ce que ces objets qu'on a pourtant si longtemps attendus sont encore porteurs des mêmes puissances spirituelles qu'au moment où ils ont été perdus, où ils ont été expropriés, pris à leur owners, à leur originaire, absolument. Puis vous avez posé la question de l'introduction de ces traitements. Je pense que c'est important de rajouter un tout petit peu quelques détails là-dessus. Avec Ariane Tevegno, qui est une jeune conservatrice, on a écrit un long article qu'on a appelé le tournant scientifique de la conservation muséale, et qui retrace l'introduction au musée de l'homme dans les années 30-40 du laboratoire de conservation, et au sein de ce laboratoire d'une machine, d'une étuve toxique qui était employée pour gazer les objets à grande échelle, donc avec une planification 2 fois par semaine, tous les objets du musée y passaient. Et je pense que cet article donne un peu une idée de ce qui s'est passé, notamment dans les musées qui se considéraient comme modernes et qui avaient plein de moyens. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir ce décalage, alors cette idée qu'à l'époque, on pouvait rendre la conservation extrêmement efficace en l'organisant de manière scientifique et en employant des produits qui étaient considérés comme des produits de pointe, des produits tout comme on l'a vu après dans l'agriculture, et qui tardivement se sont avérés très problématiques, et pour la santé des personnes et pour le bien-être collectif des collections. Je vais m'arrêter là-dessus. Donc comme vous nous l'avez expliqué, vous avez beaucoup enquêté sur cette question. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'historique vraiment de traitement d'un objet ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de la même manière dans toutes les institutions ? Et est-ce qu'on peut vraiment détoxifier les objets ? Est-ce que c'est possible ? Comme le musée ethnologique de Berlin affirme l'avoir fait avec les masques solaires Kogi. Alors, vous posez à nouveau une question complexe à laquelle on peut répondre de différentes manières. D'un côté, le fait de connaître le statut toxique des objets de collection est une question très complexe parce qu'elle n'est pas du tout unie. Souvent, ça dépend très fortement de la trajectoire d'un objet au sein de différentes institutions. Par exemple, s'il a été prêté pour des expositions d'un musée à l'autre, parfois il a subi des traitements que même les conservateurs au sein d'une institution ne connaissent pas. Ça a pu être au moment de sa collecte, même dans le pays d'origine.
Il y a des substances extrêmement différentes. Alors entre les métaux lourds et les organochlorés, c'est pas du tout les mêmes traces. Il y a aujourd'hui des façons diverses de retracer ces contaminations, parfois sans méthode invasive, parfois avec des méthodes qui requièrent de prendre des petits samples, des extraits pour vérifier. Mais en tout cas, c'est tout un processus et ça veut dire qu'un musée ou une institution doit s'équiper, doit s'intéresser à cette question, doit, comme dans certains cas, employer une chimiste, un chimiste pour prendre en charge cette histoire. Et ça dépend beaucoup d'un côté de la conscience d'une institution de cette histoire. Ça dépend des moyens dont elle dispose. Ça dépend de la volonté politique de s'affronter à cette question. Ça dépend du soutien du droit du travail, parce que dans un premier temps, les premières personnes qui sont exposées à ces risques sont les personnes qui travaillent avec les objets au quotidien. Et donc, il y a plusieurs dimensions qui se déploient à ces moments-là. Par exemple, l'un des musées assez conscients et qui a beaucoup de moyens, c'est le MEG à Genève, qui s'est donc équipé d'un appareil qui permet, juste comme un laser en fait, de voir par la surface de l'objet s'il y a des traces de différents pesticides et à partir de là de faire des tests plus poussés. Alors qu'un musée comme celui de Tervuren en Belgique est progressivement en train de se rendre compte que la charge toxique elle est probablement assez importante et eux ils entrent carrément plus dans leur propre collection sans un masque FPP3, des temps de travail réduits. Alors du coup ils ont employé une chimiste sur plusieurs années pour investiguer sur cette question. Donc les contextes sont assez différents, ce qui est travaillé est assez différent aussi. La deuxième, à la décontamination, c'est un peu pareil. Alors d'un côté, oui, il y a des moyens techniques pour décontaminer des objets. Ça dépend des matériaux, ça dépend des traitements, ça dépend de la façon comment les substances chimiques interagissent entre eux. Et ça, on ne le sait pas toujours. Ça dépend donc de plein de facteurs auxquels des conservateurs peuvent mieux répondre que moi parce que c'est leur quotidien et leur travail. Mais je pense que c'est extrêmement important d'un côté d'obliger les musées de prendre en charge leurs responsabilités sur ce qui est possible techniquement sans perdre la dimension justement symbolique, la question de ce que ces traitements-là ont fait avec les objets et que la question, si on la pose de façon purement technique, on passe à côté de ce qu'elle a transformé dans les relations et dans les rapports, qui, je pense, est une dimension extrêmement importante. Qu'une réponse purement technique ne va pas pouvoir enlever. C'est un peu le risque de dire c'est possible de décontaminer, alors en dehors du fait que souvent ça ne l'est pas totalement. Alors, on peut enlever les poussières, on peut les aspirer, il y a des traitements en effet qui ne sont pas toujours totalement concluants. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire que de refaire subir les objets des traitements qui sont considérés par certaines communautés comme également contraires aux besoins spirituels et à la façon de traiter avec dignité ces éléments d'une culture. Merci Lotte pour tous vos approches, ils sont vraiment très très intéressants et je pense que on a quand même envie de savoir qu'est-ce que vous pensez surtout de ce besoin de vouloir conserver éternellement les objets. À votre avis, quel est l'impact sur les objets et sur les populations qui les ont créés? Voilà, c'est pas une question très simple, mais ça nous a beaucoup intéressé cette question de vouloir maintenir les objets en vie pendant l'éternité. On n'avait pas forcément réfléchi à ça au moment de faire l'épisode.
Comme on est assise au plein milieu de Paris, à côté d'une cathédrale qui, il y a un peu plus que 5 ans, avait pris feu et puis été reconstruite, je me permets de faire un petit lien avec cette question, parce qu'elle est d'une certaine manière liée à ce qu'on est en train de discuter. Alors, est-ce que maintenir une culture veut dire de maintenir des monuments ou des objets dans leur forme identique matériellement, ou est-ce que cela veut dire de maintenir les conditions pour qu'une transmission, pour qu'une pratique, pour qu'une société puisse garder ou puisse régénérer sa propre capacité de se réinventer en permanence. Et se réinventer en permanence veut dire en même temps de garder les supports matériels nécessaires, mais peut-être aussi justement de les refaire, de les remplacer, de les déplacer, d'en prendre soin d'une façon spécifique. Le musée occidental et la notion du patrimoine ne prévoit pas très fortement ce lien, mais se concentre surtout sur cette idée d'objectifier, de garder sous forme matérielle une histoire qui serait donc aussi possible de contrôler de cette façon. Alors on en prend soin, parce qu'elle est gardée dans certaines institutions, mais du coup ce sont aussi ces institutions qui ont une autorité sur les objets. Là, le cas que vous discutez et les cas qui m'intéressent sont tous des situations où en fait l'appropriation des objets même se passe en contexte colonial ou se passe en contexte d'asymétrie de pouvoir, où en fait il y a une intervention assez forte dans une façon de faire, dans une épistémologie, dans une cosmogonie, donc dans un contexte où en fait une culture n'est justement pas une chose, mais un ensemble d'éléments, de pratiques qui sont lourdement affectés par une intervention coloniale ou encore une politique de modernisation d'un État central qui a souvent pris le relais en Amérique latine, vous le savez très bien, sur les colonisateurs. Il a introduit par cette colonialité du pouvoir dont parlent les théoriciens décoloniaux très bien, qui du coup prolonge ce rapport d'expropriation. Et je pense quand on parle de toxicité et qu'on parle d'une façon de toucher ou de questionner ce rapport à la conservation, on pose en même temps la question de l'autorité de cet argument, que ce soit l'Occident qui a gardé les objets, pour plutôt arriver à penser en quelle mesure cette rencontre violente qui fut la colonisation et son prolongement contemporain s'inscrit jusqu'aujourd'hui, y compris dans la transformation de ce qui est considéré comme un savoir légitime et de ce qui est dévalorisé, mis à la marge et souvent délaissé jusqu'au point de se perdre. Je trouvais très intéressant, si je peux ajouter une phrase, parce que c'est un rapport complexe. Vous avez dit que les 2 masques Kogi qui ont été restitués l'année dernière de Berlin à la Colombie sont les 2 seuls qui restent, parce que justement, elles étaient plus produites sur place. Et peut-être plutôt que de dire heureusement ils ont été gardés par le musée de Berlin, alors ce qu'on peut se dire, l'aspect de dire pourquoi en fait cette production a cessé et qu'est-ce qui a fait que les sociétés n'étaient plus de créer par elles-mêmes est une question qui, je pense, il faut urgemment poser en lien avec cette histoire de la toxicité, comme aussi le rappel que les fissures, les changements toxiques que l'Occident a introduits par la colonisation dans le monde entier ne sont pas si faciles que ça à effacer.
Pour conclure cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Nous, on a beaucoup apprécié cette conversation sous le soleil dans le jardin du Luxembourg avec Lotte. On la remercie pour ses réflexions brillantes, pour son partage, sa patience et tous ses conseils, à la fois pour la construction de cet épisode, de cette conversation, mais également pour nos parcours personnels, nos réflexions personnelles sur nos sujets de recherche, puisque effectivement ça nous a beaucoup apporté, je pense à toutes les deux. Et aujourd'hui, je pense que personnellement, j'appréhende le parcours des objets au sein des musées et plus précisément des institutions occidentales d'une manière tout à fait différente. Et je pense que ça nous fait vraiment réfléchir à l'empreinte qu'on laisse en tant que chercheurs et professionnels des musées sur ces objets qui n'ont jamais été destinés finalement à l'exposition dans les musées. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Manon. Cet épisode a été vraiment très enrichissant. Toute l'enquête autour des masques solaires Kogi, déjà pour moi, je suis très très contente d'avoir partagé un petit bout de ma culture avec tous nos auditeurs. Et effectivement, ayant été formée en France, j'appréhende aussi désormais les objets sous un autre angle et j'espère que dans ma carrière professionnelle, je pourrai leur apporter du respect et leur apporter toute ma réflexion éthique autour de ce qu'on vient d'écouter avec Lotte. Donc voilà. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de laisser un message, un like, de vous abonner à nos réseaux sociaux et de nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous, on vous dit à la prochaine, prenez soin de vous. Les agradecemos mucho de haber escuchado este episodio, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotras. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de dejarnos un comentario, de enviarnos sus preguntas. Mientras tanto, nosotras les decimos hasta pronto y cuídense mucho.